Bonjour Trésor Makunda. Bonjour Romel. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour notre audience? Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Trésor Gauthier Makunda. Donc moi je suis donc un athlète paralympique. Je suis membre de l'équipe de France paralympique et donc multimédaillé aux Jeux. Donc j'ai 5 médailles paralympiques et j'ai été champion du monde, champion d'Europe. Et mes racines elles se trouvent au Congo. Donc je suis un enfant du Congo venu en France. Donc à l'âge de 3 ans, on a constaté que j'avais des problèmes de vue. Et mon père, qui est médecin généraliste, a essayé de me soigner là-bas au Congo. Et ne voyant pas d'évolution, on a fait le choix de venir en France. Parce qu'en France, il y a quand même des très très bons spécialistes de la vue. Et arrivé en France, on a constaté que c'était une cataracte. La cataracte était l'arbre qui cachait la forêt parce qu'en fait, ma rétine avait été abîmée par les soins que mon père m'avait euh, donnés. Et en fait, à partir de là, ma vie d'aveugle, on va dire, commence réellement parce que là, à partir de là, on se rend compte qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Donc là, ma mère a dû chercher des écoles spécialisées. Donc j'ai pu commencer à faire mes études comme un enfant ordinaire dans un cadre spécialisé. Jusqu'au lycée, j'étais dans un cadre spécialisé. Et ma mère rapidement a souhaité en fait que j'intègre on va dire, l'univers, comme elle dit, des valides. Et donc, rapidement, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle l'intégration. Et donc, j'ai intégré un lycée ordinaire tout en étant accompagné par une structure spécialisée pour tout ce qui était adaptabilité au niveau des programmes scolaires. J'avais aussi un ordinateur portable. Toutes ces mesures-là, en fait, je devais être accompagné par une structure spécialisée. Et entre-temps, je suis tombé amoureux d'un sport qui est l'athlétisme. Et donc, en voyant les exploits d'un grand champion qui est Carl Lewis, et donc à partir de là, j'ai essayé de trouver un club. À partir de là, j'ai cherché, j'ai lutté. Je me suis rendu compte que c'était difficile de faire du sport quand on est handicapé en France à cette époque. Grâce à la force de ma maman, qui n'a jamais rien lâché, j'ai réussi à trouver un club, le club de Villejuif, qui m'a permis de pouvoir débuter le sport. Et après, en continuant, j'ai fait des rencontres pour connaître une fédération qui s'appelle la Fédération Handisport, qui m'a invité à participer au championnat de France, où j'ai remporté le 100, le 200 et la longueur. L'année d'après, il y avait les championnats du monde en France, mais j'ai pas pu participer parce que je n'étais pas encore français. Et en 2004, il y a les Jeux d'Athènes. Et là, je participe bien aux Jeux en tant qu'athlète français. Et je remporte ma première médaille aux Jeux au niveau international. Et là, mon rêve de devenir un champion devient réalité. Moi, c'est d'abord un plaisir de te recevoir avec nous et surtout un honneur. Et avant d'enchaîner avec les questions, on va commencer avec la rubrique introductive de l'émission Regarde d'ailleurs qui s'appelle 5 sens. En fait, il s'agit ici de nous présenter un élément qui a marqué ton parcours de vie, donc qui doit avoir un lien avec un des 5 sens, hein, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et la langue. Donc l'objectif, c'est que tu nous parles un peu du contexte dans lequel cet élément est arrivé, a atterri dans ta vie. Est-ce que cela symbolise pour toi? J'en ai trouvé un qui parle à beaucoup de monde. Je pense que quand on parle de moi, c'est la chose peut-être qui peut venir en premier. Et donc qui se rapproche plus du sens du toucher. Parce que quand on parle de toucher, c'est pas forcément avec les mains, mais Mhm. c'est aussi avec les pieds. Et moi, comme je cours, donc c'est le toucher de la piste. Ouais. Et donc je vous ai ramené une, ma paire de pointes. Ah, C'est avec ça que je cours. elle est très jolie en plus. Donc voilà, c'est. Merci. Et c'est en fait cette partie qui touche la piste. Et c'est avec cette partie que je sens la qualité de la piste. C'est là où je sens si je suis bien physiquement parce que le poids de mon appui sur la piste. C'est là aussi que je vais sentir la vitesse. Si je suis si je suis fréquent, si je suis moins fréquent. Donc voilà, c'est à travers cet objet Mm. qui me caractérise parce que je suis athlète depuis 17 ans, euh, qui m'accompagne tout au long de ma vie et qui me représente, je pense, le mieux actuellement.
Voilà, donc c'est vraiment un objet qui te permet véritablement de sentir ton environnement, de toucher ton environnement et puis de savoir comment est-ce que Exactement. tu vas le démarrer. Exactement. Très intéressant. On va commencer avec un premier thème ici qui est celui de la performance. Précisément, la régularité dans la performance. Parce que c'est un challenge qu'on a également dans le monde de l'entreprise, hein. Je prends l'exemple d'un commercial, par exemple, qui doit délivrer mois après mois des ventes, du chiffre d'affaires. Je peux prendre l'exemple d'un chef d'entreprise qui, chaque trimestre, doit délivrer des résultats financiers, délivrer de la marge, notamment pour ses actionnaires. Et quand on regarde ton parcours, tu auras 40 ans cette année. C'est ça. Et avec toi une carrière d'une longévité au plus haut niveau remarquable, en tout cas je dois le dire. La question ici c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir un niveau de performance aussi élevé? Et puis surtout, comment est-ce que tu peux faire prendre conscience à ceux qui nous écoutent que malgré la pression, le stress, c'est toujours possible de performer aussi longtemps sous la contrainte. Je parle ici de contraintes physiques par exemple, voilà, parce que tu n'as plus le même corps Depuis 20 ans. Ouais, qu'à 20 ans, exactement. Mais tu as décroché une médaille de bronze aux Olympiades de Tokyo il y a tout juste 2 ans. Et tu avais déjà décroché une médaille d'argent aux Olympiades d'Athènes en 2004, c'est-à-dire 17 ans plus tôt. C'est quoi la clé? Quelles sont les clés pour maintenir un niveau de performance de ce niveau sur la durée? Je pense que la première clé, c'est le plaisir. La deuxième clé, c'est l'envie de faire les choses, de bien faire les choses. Moi, comme je toujours dis, c'est que le jour où j'aurai plus envie de faire les choses, je pourrai plus bien les faire et à partir de là, en fait, ce sera compliqué de pouvoir faire les choses. Ensuite, il y a cette capacité, en fait, de se fixer des objectifs. C'est-à-dire que pour moi, toute performance, elle passe par des objectifs en fait, qui sont fixés et ces objectifs doivent être quantifiables et réels et réalisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me dit Trésor, tu vas jusqu'en 2028, je vais vous dire non. Parce qu'en fait, déjà, c'est pas mon objectif, parce que je ne crois pas en ce projet. Et parce que ce n'est pas mon projet, je ne me sens pas concerné par ce projet. Et donc, je vous dis toujours que l'importance de pouvoir être dans un projet de performance, il faut pouvoir croire au projet et pouvoir s'approprier le projet. Effectivement, ça fait 17 ans ma dernière médaille, à peu près 17 ans. Tout simplement, c'est cette capacité à pouvoir s'adapter à l'environnement qui m'entoure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau international n'est pas le même qu'il y a en 2004. Ce n'est pas du tout le même niveau. Donc, pouvoir accepter de pouvoir se remettre en question. Ce qui n'est pas simple quand on fait du haut niveau. Je vous assure que la remise en question, elle est super difficile parce qu'on estime qu'on domine, on estime qu'on est des champions, on estime que... Et donc, accepter qu'il est possible de pouvoir changer les choses et accepter de pouvoir, je ne vais pas dire échouer parce qu'on n'échoue pas, mais accepter de pouvoir tomber parce que quand tu as une carrière aussi longue, il y a des moments où tu es moins efficace. Et donc ces périodes où tu es moins efficace, les utiliser en fait pour pouvoir changer les choses et pouvoir comprendre pourquoi je suis moins efficace. Parce que c'est beaucoup plus facile de construire dans l'échec que dans la réussite. Parce que dans la réussite, en fait, la remise en question, elle est beaucoup plus compliquée. Et donc, durant ces années, je me suis construit sur ça, en me disant, oui, je réussis, mais en fait, je me suis toujours plus construit dans mes échecs que dans mes réussites. Après, j'ai la chance que j'ai eu beaucoup de réussites, mais il y a aussi des échecs, et je pense que c'est beaucoup plus elles qui m'ont servi à pouvoir aller aussi loin. Donc il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait pour pouvoir le faire longtemps. On se fixe des objectifs ambitieux mais réalisables quand même. La remise en question. Il faut se remettre en question. Voilà. Questionner son organisation, questionner ses façons de voir les choses, questionner son environnement.
et puis se sentir impliqué, quoi, s'approprier les projets. Exactement. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que ce projet, c'est notre projet. C'est pas le projet de l'entreprise ou c'est pas non, c'est notre projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de moi, j'ai une structure où j'ai des guides, j'ai un entraîneur, j'ai un nutritionniste, j'ai un kiné, un ostéo, un préparateur physique, mental. Et tout ça, en fait, c'est une petite entreprise. Et cette entreprise-là, ce que moi, je veux pour que je puisse être performant, c'est que chacun de cette maille de la chaîne se sente concerné et important. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est blessé, on est blessé. Quand il y en a un qui est malade, bah, la structure est plus ou moins malade. Quand la structure réussit, on réussit. C'est pas seulement Trésor qui réussit ou Trésor et le guide qui a couru. Non, c'est la structure. C'est on a gagné ensemble. Et donc c'est ça que j'essaie d'inculquer durant toute ma carrière à ma structure, parce qu'elle a plus ou moins changé, elle a plus ou moins évolué, parce qu'il y a des guides qui ont arrêté leur carrière, il y en a qui ont continué. Les anciens qui ont arrêté, ben, ils sont toujours dans la structure pour pouvoir donner le dessin des valeurs de notre structure, parce que les valeurs, il faut qu'elles restent les mêmes. Il faut qu'on chacun s'identifie aux valeurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. On va rester encore un peu sur ce thème de la performance, mais cette fois avec une approche un peu plus, on va dire, détaillée, peut-être opérationnelle. Parce que je vois, pour arriver au sommet de ta discipline, tu as dû t'entraîner énormément. Donc, répéter des milliers de fois les mêmes gestes, les mêmes méthodes, s'appliquer une certaine discipline. Comment est-ce que tu fais pour retranscrire cette méthode dans ta nouvelle carrière professionnelle? C'est quoi un peu les automatismes de sportif que tu répliques au quotidien dans ton travail et qui permet de mieux le faire? Et je rappelle que tu travailles à la SNCF. Bah déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais à la SNCF avant de... Oui, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans un grand groupe qui est la SNCF, donc au pôle accessibilité. Donc le pôle accessibilité, c'est le pôle qui gère tous les sujets d'accessibilité, que ce soit structurel, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau de l'aménagement des gares, des trains, tout ce qui est l'accessibilité numérique. Et donc voilà, c'est ce pôle qui gère tout cela. Et donc voilà, pour moi, voilà, c'est quelque chose qui me parle directement, parce que qui dit accessibilité dit personne, on va dire, en situation de handicap ou personne à mobilité réduite. Donc c'est des sujets qui sont pour moi, qui font partie de mon quotidien. Mais oui, alors, comment j'arrive à transposer ça par rapport à... Alors déjà, c'est au niveau des valeurs déjà. C'est-à-dire aujourd'hui, les valeurs du sport, pour moi, ce sont des valeurs que tu peux facilement transposer dans le monde de l'entreprise. Et également, on va dire que cette faculté, notamment, j'en prends un au hasard, mais je vais prendre la capacité à s'adapter à toute situation. Ça, c'est quelque chose que dans le sport, on a comme outil pour pouvoir être performant. Le relationnel, c'est quelque chose qui est très important. C'est des valeurs que le sport nous inculque et que dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très très important. Donc ces choses-là, c'est des choses déjà que je mets en place pour pouvoir être performant dans mon milieu professionnel. Mais par rapport à ta question, on va dire que c'est déjà dans un premier temps, c'est la compétence. Essayer de comprendre en fait quelles sont mes compétences et celles que je n'ai pas, pouvoir les acquérir. Et donc moi, ça a été dans un premier temps, c'était ça, c'est acquérir les compétences pour pouvoir être performant. Parce que oui, on peut être performant avec l'envie. Le manque de compétences va être un frein à la performance. Et donc c'est comme dans le monde sportif, on peut avoir de l'envie, mais si on ne s'entraîne pas et qu'on ne monte pas en compétences au niveau de la qualité du mouvement ou du geste, on pourra garder notre envie, mais ce sera compliqué de passer le palier. Et donc, dans un premier temps, vraiment, c'est la montée en compétences, c'est l'acquisition des compétences. Et après, à partir de là, en fait, c'est toute une question d'apprentissage et de répétition. C'est-à-dire comprendre ce que je fais et
et à partir de là, pouvoir l'améliorer au mieux, en fait. C'est-à-dire que toujours essayer d'être le meilleur dans la tâche qu'on me donne. Par exemple, moi, en tant qu'ambassadeur des situations sensibles, je vais avoir un rôle, pas forcément que de communication, mais un rôle aussi dans l'échange avec les associations. C'est quelque chose que je vais au départ faire d'une manière, on va dire, plus brute, mais après, derrière, j'aurai des codes d'entreprise à apprendre par cœur, et ces codes d'entreprise, ce sera à moi de pouvoir les améliorer pour pouvoir être le plus lisible possible par rapport aux associations que je vais rencontrer et pouvoir les transposer au sein de l'entreprise et pouvoir faire comprendre à l'entreprise réellement les besoins des associations et également faire comprendre aux associations nos limites à nous en tant qu'entreprise et ce que nous on aimerait faire et ensemble pouvoir avancer et donc pouvoir répondre à leurs difficultés. Mais tout ça, en fait, ça passe par une connaissance des codes de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise et également de tout ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir monter en compétences. Toujours essayer d'être le meilleur dans la tâche qu'on me donne. Par exemple, moi en tant qu'ambassadeur des situations sensibles, je vais avoir un rôle, pas forcément que de communication, mais un rôle aussi dans l'échange avec les associations. C'est quelque chose que je vais au départ faire d'une manière, on va dire, plus brute, mais après, derrière, j'aurai des codes d'entreprise à apprendre par cœur, et ces codes d'entreprise, ce sera à moi de pouvoir les améliorer pour pouvoir être le plus lisible possible par rapport aux associations que je vais rencontrer et pouvoir les transposer au sein de l'entreprise et pouvoir faire comprendre à l'entreprise réellement les besoins des associations et également faire comprendre aux associations nos limites à nous en tant qu'entreprise et ce que nous on aimerait faire et ensemble pouvoir avancer et donc pouvoir répondre à leurs difficultés. Mais tout ça, en fait, ça passe par une connaissance des codes de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise et également de tout ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir monter en compétences. Une approche méthodologique, on prend les choses une à la fois, c'est comme avec le sport. Je ne me dis pas que tout de suite je commence à courir, je commence d'abord à travailler tel mouvement, ensuite je vais sur tel mouvement et au fur et à mesure je maîtrise l'ensemble de mon mouvement et je peux me lancer. Exactement. Moi avant de courir, je fais mes gammes. Je pense qu'en entreprise, du moins moi c'est comme ça que j'ai abordé le sujet, c'est vraiment connaître ce que j'ai à faire pour pouvoir bien le faire. Dans un autre esprit, on va aborder la question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Comment est-ce que tu fais pour concilier les exigences de ta carrière sportive avec ta vie professionnelle? C'est quoi un peu l'éclairage que tu peux apporter à des personnes comme des salariés, des cadres d'entreprise qui ont du mal à trouver un équilibre entre le travail et la vie privée? Alors c'est vrai que c'est super compliqué. Comme je dis souvent aux gens, c'est que j'ai 3 vies en une journée. C'est-à-dire que j'ai ma vie de sportif, j'ai ma vie professionnelle et j'ai ma vie de père. Donc c'est super compliqué à gérer et c'est là en fait où c'est aussi important d'être entouré, d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer. Aujourd'hui, moi, notamment au niveau du sport, j'ai toute une structure comme j'ai pu le détailler tout à l'heure. J'ai la CIP qui est un contrat d'insertion professionnelle qui me permet en fait de pouvoir être au sein de l'entreprise, donc la SNCF, mais à travers cette CIP qui est le contrat d'insertion professionnelle, qui est un contrat tripartite entre ma fédération, entre le ministère et l'entreprise, ça me permet en fait de pouvoir avoir des temps d'entraînement tout en n'handicapant pas l'entreprise par rapport au poids financier. C'est-à-dire que moi, quand je ne suis pas entreprise, c'est le ministère et la fédération qui compensent l'entreprise pour pouvoir me payer à 100% pour que moi, je ne sois pas en difficulté. Donc, il y a ça qui permet en fait d'avoir cette qualité de vie entre l'entreprise et
ma carrière sportive. Après, ma vie de parent, là, on s'appuie sur la compagne, sur la mère des enfants, qui va être là pour pouvoir t'aider comme je dis souvent, c'est que ma femme à la maison, c'est elle la manager. C'est elle qui gère les choses. Il y a des choses que moi, je ne pourrais pas gérer, c'est elle qui gère. Et son rôle est primordial dans mes trois vies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'équilibre familial n'est pas optimal, ça va jouer sur mon sport, derrière, ça va jouer sur ma carrière professionnelle. Et donc, ça que la base, c'est vraiment cet équilibre-là familial. Parce que c'est elle qui va tout transposer par rapport à ton bien-être dans tes deux vies, que ce soit professionnel et sportif. Quand je me dis qu'il faut pouvoir s'appuyer sur les autres, c'est aussi dans son management. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, je suis un peu un petit manager, que ce soit dans ma vie sportive, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans ma vie d'entreprise. Je suis mon manager à moi-même. Et donc, je dois parfois m'appuyer sur les autres pour pouvoir être le plus efficace possible. Dans le sens où ne pas hésiter, par exemple, à dire que là, je suis fatigué. Là, je ne peux pas faire. Est-ce que, je sais pas, maman, tu peux m'aider à faire ça? Ou je suis fatigué, coach, est-ce que tu peux me permettre de pouvoir ne pas venir à l'entraînement parce que je dois prendre du bon temps avec mes enfants, ou parler à ma manager, qui est ma manager au travail, lui demander est-ce que c'est possible que là je ne puisse pas venir au travail ou pouvoir travailler en télétravail. Je pense que c'est important d'être transparent, avec les gens avec qui on fonctionne. C'est super important. Qu'on ait le rôle, parce que souvent en fait ce qui se passe c'est qu'on a généralement un management qui est assez vertical, mais je pense que quand on a besoin de pouvoir être véritablement dans l'efficacité totale et qu'on veut éviter le minimum de difficultés, je pense que le management horizontal n'est pas mal non plus. Et moi, je prône ce management parce que je pense que c'est le management qui me permet moi, d'être le plus équilibré possible dans mes trois vies en une journée, quoi. On va parler d'un autre sujet qui est celui de la construction d'objectifs. L'an prochain, on a les Olympiades à Paris, donc c'est évidemment quelque chose que tu vises, oui. Et tu vis avec cette ambition tout au long de ces 2 dernières années de prépa inter-olympique, donc par rapport à Tokyo. Et je rappelle que ce sera ta 5e participation, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Enfin, c'est simplement exceptionnel. Et ce que je veux dire ici, c'est que pour tout projet, on se fixe un objectif. Voilà, cet objectif, il est formulé. La plupart du temps, c'est clair, c'est des objectifs à la fois ambitieux et réalisables. Pour un projet sportif, par exemple, dans ton cas, ça peut être une médaille, donc pour les Olympiades. Dans un autre sport, ça peut être une sélection en équipe nationale, donc comme objectif. C'est dans d'autres sports, ça peut être, on peut se fixer un objectif d'arriver dans le dernier carré d'un tournoi international. Donc autant de possibilités pour autant de projets sportifs. En entreprise, on a des choses du genre voilà, X% d'augmentation, de progression de son chiffre d'affaires. On peut avoir un objectif de devenir leader dans son secteur d'activité. On peut avoir un objectif d'ouverture de nombre de points de vente, obtention d'un label qualité, voilà, par exemple. Donc autant d'indicateurs qui sont choisis par les entreprises pour mesurer leur performance. Ici, on a une problématique commune, donc en entreprise et au sport. Et ce que je veux savoir, c'est quoi ton schéma? Comment est-ce que tu fais pour construire ton objectif et donc ta stratégie que que tout le monde, on est d'accord pour dire qu'elle est gagnante depuis 20 ans. Comment est-ce que ça peut se répliquer en entreprise? C'est déjà de croire en son projet. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand moi je dis que 2 mois avant les Jeux
de Tokyo, je dis que si je reviens je reviens pas avec une médaille, c'est un échec. Parce qu'en fait, mon projet, j'y crois. Je crois à mon projet. Je crois que je suis capable de le faire. Donc, à partir de là, c'est déjà la base. Et ensuite, en fait, comme je dis toujours, c'est qu'un grand projet se construit par des petits projets. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de grand projet sans petit projet. Avant de viser la médaille au jeu, peut-être que si tu m'avais posé la question 6 mois avant, je t'aurais dit le premier objectif, c'est de me qualifier au jeu. Derrière, l'objectif, c'est de pouvoir courir en tant de temps, faire tant de temps au championnat de France. Donc voilà, je pense que tous les grands projets, comme les projets olympiques ou paralympiques, sont des projets en fait qui sont accompagnés, sont boostés par des petites étapes. Par exemple, moi, je ne conçois pas, par exemple, que je puisse viser les Jeux, mais sans pouvoir me qualifier pour le championnat du monde, ou sans être performant au championnat du monde. Donc, dans un premier temps, il y a ces petites étapes qui sont les championnats de France, les championnats d'Europe. Qu'est-ce que je vais faire au championnat d'Europe? Être champion d'Europe pour pouvoir, derrière, pouvoir me dire, oui, si je suis champion d'Europe, l'étape suivante, ça va être d'être champion du monde, ou de me qualifier déjà au championnat du monde, après aller au championnat du monde, faire une médaille au championnat du monde, derrière, arriver au jeu. Et après au jeu, on sait que l'objectif, c'est d'aller chercher une médaille. Donc voilà, ce grand projet, je le connais, mais pour le construire, en fait, je me dis qu'il faut que je le construise à travers les petites étapes. Donc moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné en me disant, voilà, j'ai mon grand projet, qui est un projet qui doit être ambitieux, parce que c'est un projet ambitieux, qui doit être quantifiable, c'est-à-dire que je sais le nombre de temps d'entraînement qu'il va me falloir pour pouvoir plus ou moins réaliser ma qualification au jeu, plus ou moins le chrono que je vais pouvoir faire pour pouvoir me qualifier au jeu et pouvoir être parmi les meilleurs. Il doit être aussi réalisable. Quand je dis réalisable, c'est-à-dire que si demain mon coach il me dit, ou je me dis je dois courir en 45 le 400 mètres, 45 secondes, je sais que c'est pas réalisable. Et donc à partir de là, je ne pourrais pas croire au projet. Je ne pourrais pas adhérer au projet. Et donc je pourrais avoir des doutes par rapport à la compétence de mon coach, par rapport à ce que lui va pouvoir m'inculquer. Donc à partir de là, mon projet, pour moi, le projet de performance, il est plus ou moins déséquilibré. Et donc peu réalisable. Et donc peu vivable. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui est important. C'est fixer en fait le cadre de mon projet et que les premières étapes puissent être réalisées pour pouvoir en fait nourrir ce grand projet. Et voilà, moi c'est souvent comme ça, c'est vraiment comme ça que je me suis construit, c'est vraiment comme ça que nous on se construit. Quand je dis nous, c'est la structure qui m'entoure. Voilà. Donc ce que je retiens ici, c'est quand dans le processus de construire un objectif qu'on veut atteindre, un projet, c'est de décomposer en de mini-objectifs intermédiaires. Exactement. Parce que c'est elles qui vont vous dire déjà où vous en êtes et également pouvoir continuer en fait à booster l'ambition. On va passer à un autre sujet qui est la concurrence, la compétition. Dans ta discipline, tu es amené à te mesurer à d'autres compétiteurs pour imposer ta place et donc gagner des médailles. Une entreprise également, elle est confrontée à la concurrence. Donc elle doit se positionner sur son marché, dans son domaine d'activité. Donc voilà, essayer d'exister en tant qu'acteur incontournable si elle veut pouvoir durer. Dans un cas, donc le cas sportif, ou dans l'autre, le cas en entreprise, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc il faut parfois savoir forger son ambition, voire la repositionner. Ce que je vais te demander ici, c'est quoi ton rapport à la concurrence, ton rapport à la compétition? Alors, et comment est-ce que ça peut aider un entrepreneur dans le rapport qu'il a avec la compétition aussi dans son marché? Alors, c'est vrai que moi, j'ai une double vision parce que en fait, j'ai le prisme sportif et le prisme d'entreprise.
Alors, le prisme du sportif, moi, bon, je dis j'ai deux visions, mais pour moi, c'est la même. En gros, pour moi, j'estime que la concurrence, ça m'a toujours fait grandir. Je me suis toujours appuyé sur la concurrence pour pouvoir être le meilleur. En gros, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la concurrence. Mais en fait, s'il n'y a plus de concurrence, il n'y a pas de compétition. S'il n'y a pas de concurrence, il y a peu d'évolution. Aujourd'hui, la concurrence, elle va permettre de pouvoir te remettre en question. Moi, aujourd'hui, la concurrence, c'est elle qui me fait grandir, c'est elle qui me fait performer. J'ai eu ce sujet il y a à peu près 2 ans au sein de notre groupe SNCF. On m'a demandé d'intervenir par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup d'agents, beaucoup de cheminots en fait, qui étaient inquiets parce qu'aujourd'hui, on s'ouvre à la concurrence et qui étaient inquiets en fait, au rapport à la concurrence. Et en fait, moi, j'ai tout simplement dit, en fait, ça fait combien de temps qu'on est le seul sur ce marché? C'est un marché qui est monopolistique. On ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait des années où on est seul. Ça fait des années, en fait, où les usagers se plaignent de ce qu'on fait. Et je me suis dit, en fait, pourquoi en fait, ne pas utiliser la concurrence, voir ce que les autres font pour faire mieux? Et en fait, j'aurais dit, mais aujourd'hui, le SNCF bashing, c'est quelque chose qui est tellement important. Aujourd'hui, les gens, quand on parle SNCF, c'est ouais, les trains qui sont en retard, oui, c'est ceci, cela. Et je me dis, mais aujourd'hui, si demain on a la concurrence, déjà, ce SNCF bashing, il va évoluer. Parce que la concurrence aussi, elle va se heurter en fait, à ces problématiques-là. Et finalement, les gens, en fait, peut-être auront une vision totalement différente, de dire, peut-être que la SNCF, c'était pas mal quand même. Oui. Et donc, et même nous, au-delà de ça, c'est-à-dire que pourquoi demain, on ne va pas se dire, mais ah ouais, donc la concurrence fait ça au niveau des services, mais pourquoi nous, on ne ferait pas ça pourquoi nous, on ne ferait pas autre chose? Pourquoi on ne ferait pas ce service-là, mais peut-être en mieux? Par exemple, on a un service qui s'appelle Accès Plus. Ouais. C'est un service qui permet aux personnes handicapées, donc aux PMR, de pouvoir prendre les transports, prendre nos trains. Il y a des services, il y a d'autres entreprises qui ont le même service, d'accord, mais par exemple, qui refusent qu'on puisse avoir un bagage. En gros, tu viens avec ton bagage, on ne te le porte pas. On ne t'aide pas à le porter. Parce qu'on estime que si tu viens avec un bagage, c'est que tu es capable de le porter. Nous, à la SNCF, on dit, nous, on propose le porte-bagages, mais pas plus de 15 kilos. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont rendus compte que finalement, c'est quand même pas mal la SNCF, parce qu'on peut quand même prendre un bagage de 15 kilos. Et donc, la concurrence a permis en fait, de pouvoir montrer que ce qu'on faisait, c'était pas si mal que ça. Donc, je me suis dit, j'aurais dit, mais prenons en considération que la concurrence, elle est là, on doit faire avec, mais il faut qu'on s'appuie sur la concurrence pour pouvoir nous grandir. Et nous derrière aussi pouvoir montrer ce qu'on fait de bien, parce que peut-être les usagers SNCF qui n'avaient que la SNCF ne voyaient pas en fait ce qui se faisait ailleurs. Et donc voilà, c'est une vision que moi j'ai en tant que sportif et que j'essaie aussi de transposer au sein de l'entreprise qui m'entoure, qui m'emploie, pardon, et dire aux gens, voilà, la concurrence, elle n'est pas forcément nocive. Elle est nocive si on en a peur. Mais si on n'a pas peur de la concurrence, elle ne peut que nous servir en fait. Ouais, donc ça pousse un peu à l'innovation, ça pousse à se singulariser. Exactement, c'est-à-dire que demain, si tu n'as pas la concurrence, mais qu'est-ce qui va te faire que tu vas te remettre en question? À part les chiffres d'affaires ou quoi, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas te remettre en question? Il y a peu de choses. Ça fait quand même depuis peut-être une cinquantaine d'années qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas forcément changé au sein du groupe. Aujourd'hui, avec la concurrence, on regarde ce qu'on peut changer, notamment au niveau de nos nouveaux trains, au niveau des trains accessibles. On veut répondre à l'accessibilité au maximum pour être les meilleurs sur ce terrain-là. Donc, peut-être s'il n'y avait pas la concurrence, on l'aurait fait, mais peut-être avec beaucoup plus de temps en fait. Donc, je me dis, voilà, l'innovation, elle peut passer par là, par la concurrence. On va maintenant parler de gestion de l'échec. Le sport, c'est l'école du droit à l'erreur, comme on le dit. C'est que, voilà, on dit aussi qu'il n'y a que celui qui n'est jamais tombé et qui ne peut pas se relever. Donc la force du sport, c'est de se retrouver dans une situation difficile et de la dépasser,
et être capable d'en tirer des leçons. Donc c'est vraiment une vraie école de vie sur cette partie-là. J'en parle parce que dans le monde de l'entreprise, l'acceptation de l'échec, c'est parfois quelque chose d'inenvisageable. Donc on fait régner un peu une atmosphère de pression, de réussite coûte que coûte sur les collaborateurs parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à l'échec. Et puis voilà, les exemples sont foisants de ce que ce genre de pression peut entraîner sur l'entreprise, sur les collaborateurs. Comment est-ce que toi tu appréhendes ça, la gestion de l'échec? Et puis surtout, est-ce que tu peux éventuellement nous raconter un moment où tu as été confronté à un revers important? Comment est-ce que tu as fait pour la surmonter? Et aussi les leçons que tu as pu tirer de cette expérience-là, et comment est-ce que ça peut être appliqué aux défis que rencontrent des entreprises au quotidien? Alors, pour répondre à ta question, faut savoir que nous, c'est pareil dans le monde du sport. Mais c'est performance, performance, réussite, 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 réussite. À la base, on ne s'entraîne pas pour échouer. On s'entraîne pour gagner, on s'entraîne pour être le meilleur. Et donc, de base, on ne t'apprend pas à échouer. On t'apprend pas l'échec, à connaître l'échec. On t'apprend à être le meilleur tout le temps. Mais cette notion et cette faculté aussi à pouvoir appréhender l'échec, c'est aussi quelque chose qui va te permettre de pouvoir relativiser et avoir une facilité de remise en question. Il y a beaucoup de gens en fait qui quand ils échouent, surtout quand ils ont gagné, ils ont tout gagné, et quand ils font que gagner, le jour où ils échouent, ils ne savent pas comment remonter la pente. Parce qu'on ne leur a pas appris, on ne leur a pas donné cette notion, cette conscience de se dire, bah, tu sais, tu peux gagner, mais tu peux aussi perdre. Et dans cette situation où tu as perdu, apprendre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des champions qui ont duré, c'est des gens qui ont su apprendre dans l'échec. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes enfants, ils sont dans le sport. Ils ont commencé à faire du sport aujourd'hui. Pourquoi tu as perdu? Pourquoi tu n'as pas gagné? Et souvent, ma formulation est plutôt pourquoi tu n'as pas gagné que pourquoi tu as perdu. Pourquoi tu n'as pas gagné? Oui, papa, parce qu'il y a eu ça, et j'ai pas fait ça comme ça, parce que peut-être que... Ah, ok. Donc la prochaine fois, tu feras quoi? Je ferai ça, je ferai comme ça, et finalement, voilà. Donc, alors que quand tu es que dans le focus de gagner, c'est très très bien quand tu gagnes. Mais quand tu ne gagnes pas, ben en fait, c'est beaucoup plus compliqué à pouvoir relativiser et te dire, bah ouais, j'ai pas gagné à cause de ça. Tu vois. Parce que ça va être plus simple de dire, ah, j'ai pas gagné parce que il a plu, parce que il y avait trop de vent. Mais bon, finalement, il a plu pour tout le monde, il y avait du vent pour tout le monde. Ouais. Donc voilà, c'est plus dans me dire qu'il est important de comprendre que perdre ou ne pas gagner, plutôt, c'est quelque chose qui est aussi important à apprendre dans l'école du sport. Et après, en fait, au niveau de l'entreprise, comment on pourrait le décliner? C'est pas parce qu'on n'a pas atteint un chiffre que l'entreprise elle est morte, en fait. Mais se dire, en fait, pourquoi on n'a pas atteint ce chiffre? Pourquoi cette année on n'a pas pu atteindre ce chiffre? Et donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de se poser la question du pourquoi dans une situation d'échec que dans une situation de réussite. Mais je pense qu'il est important aussi de dire aux salariés, aux gens qui travaillent avec nous, que oui, j'ai fixé cet objectif-là, mais si vous ne l'avez pas atteint, est-ce que c'est pas aussi de ma faute à moi en tant que manager? Est-ce que c'est pas parce que j'ai pas mis en place ces choses-là, ces différentes choses, que vous n'avez pas pu atteindre ces objectifs-là? Et ensemble, ben pourquoi ne pas réfléchir aux choses qu'on n'a pas pu mettre en place pour pouvoir ensemble atteindre l'objectif qu'on n'a pas pu atteindre? Ouais. Donc je pense que pour moi, il est quand même possible de pouvoir décliner cette notion de dans l'échec, j'apprends, dans l'échec, je me construis. Et je pense qu'en entreprise, il est aussi possible de pouvoir le mettre en place. Ouais, c'est vraiment de se questionner les choses et on voit comment on les améliore oui, par la suite. C'est ça, parce suite. que finalement,
l'objectif, on l'a fixé l'objectif. On veut tant de chiffres. On l'a fixé. Alors le chemin à prendre, ça va être ça. Donc d'aller chercher des clients. Ces clients-là, on va les chercher de cette manière-là. D'accord. Mais maintenant, si on n'atteint pas l'objectif, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les clients ont été mauvais? Est-ce que le commercial a été mauvais? Et pourquoi il a été mauvais? Et donc à partir de là, on va pouvoir se poser des questions et pouvoir changer les choses. C'est-à-dire pouvoir dire peut-être que le commercial, on ne l'a pas donné peut-être les bons outils pour pouvoir être performant. Peut-être que les clients qu'on a ciblés n'étaient pas les clients qu'on aurait dû cibler. Peut-être on doit changer peut-être le. Voilà, ouais. Donc je pense que c'est vraiment dans cette période-là qu'on peut changer les choses. Et donc peut-être dire à nos salariés, il est possible de pouvoir échouer, de pouvoir rater un objectif, de ne pouvoir pas atteindre un objectif, mais il est aussi possible de pouvoir l'atteindre en ayant passé cette phase de non-réussite, quoi. Souvent difficile à appréhender aussi dans le monde de l'entreprise, c'est le changement. Le changement, la conduite du changement. Parce que dans un environnement tel qu'en entreprise, il faut savoir s'adapter, être ouvert au changement, ne pas toujours se contenter de reproduire des acquis, mais très souvent être amené à innover. Et c'est aussi quelque chose que j'ai observé, que j'ai vu dans ton parcours, qui peut s'illustrer notamment par ce que tu as eu à changer plusieurs fois de guide. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le rôle du guide dans ta discipline? Et puis, je veux aussi que tu nous expliques un peu ce process de changement. Parce que on se dit, quand tu gagnes des médailles, par exemple, avec un guide, on se dit que tu as envie de poursuivre, de continuer sur ça. Je veux qu'on explore un peu cette notion de changement en se disant, qu'est-ce qui t'amène à faire ce changement? Et puis, éventuellement, pourquoi ça a été nécessaire parfois? Et ce que ça entraîne derrière ça. Donc, alors, déjà, le guide, c'est une personne. Donc, moi, comme je t'ai dit, donc moi, je suis malvoyant, quasiment aveugle. Donc, pour courir, je cours avec un guide, donc, qui est une personne, un athlète valide, qui court à mes côtés pour pouvoir me permettre d'aller du point 0 au point 400. Donc, prendre les virages, la ligne droite et pouvoir courir le plus efficacement possible et derrière pouvoir remporter des médailles. Alors, la notion de changement, c'est une notion qui est vachement importante et vachement fluctuant dans notre univers, parce que le changement, soit c'est une volonté propre, parce que peut-être relationnellement c'est plus compliqué avec les personnes avec qui on court, soit c'est aussi d'un point de vue conjoncturel. Pourquoi je dis conjoncturel? C'est dans le sens où je t'ai dit tout à l'heure que le niveau changeait, le niveau évoluait. Si demain mon guide, malgré toute l'affection que j'ai pour lui, il ne peut pas aller au-delà de ça au niveau performance et que moi je progresse, malheureusement, il va être obligé de changer en fait, parce que la conjoncture au niveau des performances me poussera à faire ce choix-là. Et donc, ce qui va être important en fait, comme je dis toujours, c'est les valeurs de ta structure et que chacun épouse ces valeurs-là. Aujourd'hui, moi, j'ai eu 5 guides et ce que j'ai toujours voulu, c'est que les 3 autres qui ont arrêté leur carrière continuent en fait à amener les nouveaux en fait à épouser cette valeur au maximum. Et donc, malgré qu'il y ait changement, parce que le niveau évolue, parce que les adversaires changent, parce que la concurrence elle devient de plus en plus forte, parce que les sponsors demandent de plus en plus de résultats, parce que les médias sont de plus en plus présents. L'important, c'est comment en fait ce changement, toi, tu l'accompagnes. Et donc, surtout, comment tu l'accompagnes en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne malgré qu'il y ait ces changements de guide, c'est parce que j'ai mis en place des valeurs qui me sont propres et chacun de ces guides, chacun de mes guides épouse ces valeurs et se sentent ambassadeurs de ces valeurs. Et donc, à partir de là, en fait, même s'il y a changement de personne, les personnes changent, mais les valeurs restent les mêmes.
Et donc, pour moi, c'est comme ça en fait que j'ai construit en fait ma carrière et tous les changements que j'ai pu faire durant ma longue carrière. Donc ce que je comprends ici, c'est vraiment quand on se lance dans ce process de changement, je ne sais pas, pour une entreprise, je vais me lancer sur un nouveau marché, je vais m'implanter dans un nouveau pays et que je bouge un peu les process en interne, c'est vraiment faire accepter l'adhésion. Voilà. Exactement. C'est vraiment, il faut que les gens puissent adhérer Adhérer. au projet. Exactement. Parce qu'en fait, finalement, oui, tu vas changer comme tu dis, tu vas changer de marché, tu vas changer de pays, mais finalement, c'est l'extérieur qui va changer. En fait, c'est l'environnement extérieur qui va changer réellement. Mais c'est pas forcément euh, les choses que toi, tu as pu construire en interne. Et ce que tu as construit en interne, il faut que ce soit des choses qui puissent perdurer et que les gens en fait puissent s'identifier. Moi, c'est toujours comme ça que je construis les choses. Je me dis, bah, les gens qui sont dans le bateau, c'est toujours les mêmes. Ils vont toujours être dans ce bateau-là. Mais finalement, l'environnement autour de nous, il a changé peut-être 10 fois. Parce qu'à un moment, il y a peut-être eu des vagues, à un moment, on a croisé peut-être des dauphins, peut-être à un moment, on est passé de l'océan à la mer. Donc finalement, voilà. Mais l'environnement, en interne, il reste le même. Donc, moi, je me dis toujours, c'est que si on veut changer des choses, par exemple là, comme moi, ça change peut-être en interne parce que c'est des guides, mais le socle, il reste le même. Que ce soit un guide qui est jeune ou un guide qui est un peu plus vieux ou quoi. Non, il y a des valeurs qui sont appliquées dans notre structure, il faut qu'elles restent les mêmes. À partir de là, le changement, il peut changer peut-être même 20 fois, mais il n'y aura pas d'incidence par rapport à la structure, parce que chacun connaît les valeurs de la structure. On va parler maintenant d'un sujet qui te tient très à cœur, qui est celui de l'inclusion. Tu as fait les deux mondes, donc le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Enfin, tu le fais maintenant aujourd'hui. Tu le fais, les deux. Tu connais les deux mondes en tout cas. Tu connais les deux mondes, le sport du haut niveau et le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que, selon toi, en fait, les entreprises pourraient apprendre? Comment est-ce que les entreprises peuvent s'inspirer du sport sur les questions d'inclusion, de diversité et aussi vice-versa? Alors le sport, c'est vrai que le sport a cette faculté, et le sport a eu cette avance par rapport à ces questions d'inclusion, ces questions de diversité, parce que ça fait partie de l'ADN du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le sport, on l'utilise pour pas mal c'est un vecteur pour pas mal de situations, et notamment au niveau de l'inclusion. On a commencé avec le sport pour pouvoir permettre aux personnes handicapées de pouvoir faire du sport. Le sport règle des soucis même socio-culturels. Et donc, à partir de là, on sait que l'impact qu'a le sport au niveau de ce sujet. Maintenant, c'est vrai que les entreprises, en fait, ont quand même pris conscience que la diversité est une richesse. Et ça, c'est quelque chose que je vois de chaque jour au niveau, soit en conférence avec les entreprises avec lesquelles j'échange, soit directement dans l'entreprise dans laquelle je travaille, que la diversité, c'est quelque chose qui est super important. L'inclusion, c'est quelque chose de super important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui compte, c'est la compétence, en fait. Aujourd'hui, on sait que la base de tout, c'est la compétence. Et à partir de là, en fait, l'individu, qu'elle soit handicapée ou pas, sa volonté, ça va être de pouvoir mettre au service de son entreprise ses compétences. Alors maintenant, moi j'aime toujours raconter des histoires, j'aime toujours raconter des anecdotes que je vis chaque jour. La dernière fois, je racontais que j'ai une amie qui est handicapée visuelle, qui travaille dans un grand groupe d'audiovisuel. Et en fait, il faut un poste de travail adapté. Et donc, son manager, il lui a mis donc son poste de travail adapté, avec un double écran super grand, avec un fauteuil
assez confortable pour pas qu'elle ait mal au dos quand elle se penche sur son écran, tout ça. Les autres collaborateurs, ils se disent, ah, elle a vraiment de la chance d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il a fait le manager? Il n'a pas dit, prenez son handicap et vous verrez si elle a de la chance. Non. Il s'est dit, alors cette situation, elle est quand même intéressante. Il s'est dit, bah écoutez, je vais essayer de faire un truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a à peu près 25 personnes avec qui il travaille. Il en a pris 5 à qui il a mis un poste de travail identique à celle de ma camarade là. Et donc, pendant un mois, il a fait l'expérience. Après, il s'est dit, bon, je vais prendre encore 5 personnes. Il a fait l'expérience. Donc maintenant, il était 10. Bon, sans compter ma camarade elle, qui est un peu à part. Donc il était 10 à avoir ce poste de travail. Et donc, pendant 2 mois, il s'est rendu compte en fait que les pauses, par exemple, les pauses cigarettes, pauses café, étaient réduites. Les personnes qui avaient tendance peut-être à un peu appuyer sur les arrêts maladie étaient réduites. Après, il leur a fait un questionnement sur sa satisfaction au travail. Il s'est rendu compte que les 10 personnes qu'il avait prises, en fait, par rapport à l'année dernière, en fait, il y avait une amélioration par rapport à la notation. Donc, vous voyez, donc, d'une situation qui est une situation d'une personne handicapée, donc une situation, on va dire, personnelle ou une situation assez singulière, en fait, cette situation, en fait, elle a restructuré, en fait, le mode de travail. Ouais. Donc, vous voyez, d'où l'importance, en fait, de pouvoir se dire, mais une personne, la différence, c'est une richesse. Dans le sens où la personne qui était handicapée, qui est une personne différente, en fait, de son handicap, en fait, elle a permis en fait une restructuration de l'entreprise, pas l'entreprise, du groupe de travail, une nouvelle organisation. Et donc, pour dire que voilà, ça peut être quelque chose de bénéfique, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on va peut-être voir différemment. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette personne différente dans leur groupe, peut-être le manager n'aurait jamais pu faire cette expérience-là et trouver une solution pour pouvoir remédier en fait aux nombreux arrêts maladie, à la satisfaction au travail qui était assez basse, aux pauses café, aux pauses cigarettes qui étaient nombreuses. Donc, vous voyez, donc finalement, de cette situation qui peut paraître une situation complexe, c'est une situation qui a été une situation juste bénéfique par rapport au groupe de ce manager. Une rubrique de conclusion ici qui est la rubrique triptyque, parce qu'il s'agit ici de donner 3 recommandations, 3 conseils sur 3 aspects. Donc le premier, c'est un conseil aux jeunes, mais voilà, quelque chose d'intemporel, voilà, qu'on peut ressortir dans 50 ans, dans 150 ans, une bouteille à la mer, voilà, qu'on peut retrouver dans 150 ans, quelque chose d'intemporel pour les jeunes. La deuxième, c'est une expérience must-have. Donc voilà, une expérience par laquelle tout le monde devrait vivre dans sa vie, tout le monde devrait passer par là pour développer, acquérir telle ou telle caractéristique, telle ou telle qualité. Et puis la dernière, c'est une recommandation, un conseil sur une attitude, un état d'esprit à cultiver. Alors la première, c'est comme je dis souvent, c'est que tout projet commence par un rêve. C'est-à-dire que tous les grands projets ont débuté par un rêve. Aujourd'hui, moi, je vois ma vie, ma carrière. J'ai rêvé d'être un champion pour le devenir. Et donc, je me dis toujours que voilà, avant de se lancer dans des projets, n'hésitez pas à le rêver. Et n'ayez pas honte de rêver des grands projets. Et parce que les plus gros projets ont été... Pour moi, voilà, quelqu'un qui réussit, c'est un grand rêveur. Donc le premier aspect. Le deuxième, une expérience par laquelle tout le monde devrait passer pour développer telle caractéristique, telle qualité, telle valeur. Alors moi, c'est toujours sur une question de résilience.
l'expérience qui m'est plus parlante, pour moi, j'ai été sorti un peu de mon cocon et de mon cadre qui est bien lissé, bien structuré. Et, en fait, j'ai donné un peu de mon temps au niveau associatif. Je suis allé en Afrique, en Guinée, Conakry, et donc j'ai rencontré des enfants handicapés. Et, et en fait, je me suis rendu compte en fait que euh, tous les chemins compliqués, le remède c'est la résilience. Ne jamais rien lâcher. Et c'est vrai que dans ces situations-là, en fait, tu te rends compte que bah oui, aujourd'hui, si moi j'ai réussi, c'est peut-être parce que j'ai cette résilience. Et que ces enfants-là, qui sont dans les bidonvilles, pourquoi ils arrivent à survivre? C'est parce qu'en fait, ils ont cette résilience. Ils ont cette force et cette volonté de ne pas baisser les bras. Et ça, en fait, pour moi, on devrait tous passer par là parce qu'en fait, euh, cette résilience, c'est elle qui va nous permettre de pouvoir euh, anesthésier en fait les plus grosses difficultés on va rencontrer. Parce qu'on va tous rencontrer des difficultés. Malheureusement, c'est comme ça. On va tous rencontrer des difficultés. Et en fait, voir ces choses-là, vivre ces choses-là, en fait, va me permettre de pouvoir relativiser et pour me permettre de pouvoir aussi s'accrocher et dire mais pourquoi eux, malgré leurs difficultés, ils arrivent à vivre, ils arrivent à aller au-delà de ça. Pourquoi moi, je n'arriverai pas à le faire? Et la dernière, une attitude, un état d'esprit à cultiver constamment. Alors, une attitude ou c'est la qualité en fait à s'adapter. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, l'adaptabilité. C'est pour moi, c'est une qualité qui doit être à cultiver parce que en fait, l'avantage qu'on a, on dit souvent, c'est que l'homme a cette faculté de pouvoir, dans n'importe quelle situation, pouvoir s'adapter. Et ça, c'est quelque chose de inné. Et en fait, je pense qu'on devrait aujourd'hui le, le cultiver encore plus et peut-être même l'apprendre à l'école, savoir s'adapter. Parce que l'environnement change, parce qu'aujourd'hui, on va commercer avec le Malien, on va commercer avec celui qui est aux États-Unis ou au Canada. Et donc, l'environnement change et je pense que c'est une faculté et une richesse de pouvoir se dire bah, j'ai cette capacité à pouvoir m'adapter à n'importe quelle situation et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on devrait même apprendre à l'école. Voilà. Donc ce que je retiens ici, c'est aux jeunes, rêver. Pour moi, Voilà. c'est très important. C'est très important, il faut rêver avant de pouvoir passer sur les choses concrètes. Donc d'abord, l'imager, le rêver, le visualiser. Une expérience qui permet de développer la résilience. Exactement. Bon, passer par ça et au final, s'adapter, l'adaptabilité. Exactement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment trois éléments qui sont importants dans la construction oui, d'un homme, d'un homme avec un grand H. Hein. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et aujourd'hui, même moi, en tant que parent, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Et même dans mes voyages, j'essaie de leur apporter cette sensibilité. Et même dans leurs activités, moi, mon fils, il aime énormément lire, le grand. Donc, on travaille énormément sur ça. Connaître, s'imprégner, rêver parce que oui, j'ai envie de devenir un champion comme papa, bah oui. C'est sûr quoi, aujourd'hui c'est son rêve de devenir un champion comme papa. Bah, construis ton rêve. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est ça, je dis toujours que les grandes réussites, elles passent par là. Voilà. Donc on va clôturer cet échange. Trésor Makunda, c'était un plaisir et merci en tout cas d'être venu, d'être passé nous voir. Merci pour ton temps et c'était un échange très instructif en tout cas et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, merci à vous et c'est vrai que c'était pour moi aussi c'était quelque chose un échange très enrichissant bah, écoute, j'espère que ça va pouvoir servir à d'autres et en tout cas je vais continuer à vous suivre et moi aussi à m'appuyer sur les conseils
nombreuses personnalités qui passent à ma place. Donc, Ouais. voilà. Donc on les appelle des personnes remarquables. Mais voilà, je m'appuie sur ces personnes remarquables et en espérant que moi également je pourrais donner des conseils et que certains pourront s'appuyer sur ça et grandir. Voilà. Merci encore Trésor.